Il y a quelque temps, j'avais une discussion intéressante sur un forum avec, grosso modo, il y avait deux points de vue qui s'opposaient. Il y avait celui des gens qui disaient ben, qu'il n'y aura rien, et il y a celui des gens qui disaient qu'il y aura quelque chose. Et la question du survivalisme revenait régulièrement. Et je trouve que c'est intéressant de l'aborder dans le contexte actuel, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, la vidéo va être en deux parties. Dans un premier temps, on va voir exactement... parce que quand j'avais parlé du véganisme, j'avais pas été clair sur les définitions, donc là, on va pas déconner. On va commencer par définir exactement ce que c'est que le survivalisme. Et puis, au passage, on va également voir pourquoi est-ce que les survivalistes ont mauvaise presse? Parce que les survivalistes ont mauvaise presse, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis dans un second temps, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et on va parler de trois aspects de la préparation, à savoir les connaissances, les équipements et l'argent. Parce que oui, vous me connaissez, je suis obligé de parler d'argent, donc on va parler d'argent aussi. Mais commençons par le commencement, et on va essayer d'être clair sur les définitions. Moi, je vais partir de la définition de Wikipédia, que je trouve pas mal. Le survivalisme, en fait, c'est un mouvement d'individus et de groupes, qu'on appelle les survivalistes, donc, et qui se préparent à rester en vie dans des situations d'urgence. Alors, l'expression « situation d'urgence », elle recoupe des domaines assez vastes qui vont de la situation sanitaire, comme celle qu'on est en train de vivre, à l'événement plus personnel, comme par exemple un déclassement social brutal, je sais pas, il y a des licenciements en masse dans votre entreprise, vous perdez votre travail, vous avez des enfants à nourrir, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut se passer à toutes les échelles possibles, hein, ça peut être aussi bien à un niveau local, genre vous avez une inondation dans votre secteur, l'inondation, elle est uniquement localisée là où vous vous trouvez géographiquement. Mais ça peut être des choses aussi à l'échelle internationale. Ben, pareil, hein, comme la situation sanitaire actuelle. Parce que la situation actuelle, elle touche pas que la France, hein, elle touche toute la planète. Enfin, quand je dis toute la planète, il y a un gars que j'aime bien, c'est le Jacob, là, qui, lui, en ce moment, est en Antarctique. Et ben voilà, donc je pense que pour le moment, la pandémie, elle n'est pas parvenue là où il se trouve en Antarctique. Mais il a aussi d'autres trucs auxquels il doit penser pour survivre. Et c'est pour ça que je vous dis, la question de l'échelle est importante. Vous en avez un exemple intéressant là. Selon l'endroit où on se trouve, on n'a pas à survivre aux mêmes choses. Voilà. Nous, en ce moment, le truc, c'est un virus. Lui, ça peut être tout simplement de pas se geler les couilles dehors. Putain, elle est toute gelée. Aïe! Alors, tant qu'on est sur les définitions, moi, je suis pas survivaliste, je suis une autre appellation qu'on appelle autonomiste. L'autonomisme, en fait, c'est juste un seul des aspects du survivalisme. Les survivalistes tendent vers l'autonomie, mais ils font d'autres choses plus larges que l'autonomie. Alors, faut être honnête et parler d'un truc, le survivalisme a vachement mauvaise presse. Enfin, je crois que dans à peu près tous les médias, les survivalistes se font incendier à chaque fois qu'ils passent quelque part. Là, c'est vrai que c'est... Et ce mouvement-là, qui date des années 60, a été inventé pour la peur de l'immigration, qu'on n'a pas quitté, et la peur de la menace nucléaire. Et il y a toujours des nouvelles peurs qui font que les survivalistes auront toujours un avenir, et ce sont des gens qui, à mon avis, partagent la même morbidité que ceux qui sont toujours tournés vers le passé. Ils sont enfermés dans le futur. Ouais, mais... Je vais pas rentrer là-dedans parce qu'en fait, pour moi, ça entre pas en ligne de compte. Est-ce que c'est des gens sympas ou pas sympas? Je m'en fous, c'est pas ce dont on va parler dans cette vidéo. Ce dont on va parler, c'est juste de savoir s'ils ont raison ou s'ils ont tort. C'est pas la même chose. Alors la technique rhétorique que les gens qui critiquent le survivalisme utilisent généralement, c'est l'homme de paille. C'est la même technique rhétorique que Link the Sun avait utilisée dans sa vidéo avec JMDO, et c'est une technique qui consiste à démonter un argument qui n'a en réalité jamais été avancé par la personne dont on essaye de démonter l'argument. Alors concrètement, les survivalistes sont généralement caricaturés, hein, on les présente comme des psychopathes avec des fusils qui vont se cacher dans un bunker. Pourquoi vous avez des armes? Pourquoi vous avez des... Bah ça sert à avoir à manger, tout simplement. D'accord, c'est quoi comme arme? Un fusil, tout simplement. Il y a pas mal de trucs qui m'énervent en fait dans le survivalisme et donc je vais un petit peu... et du coup c'est un peu ces choses-là que je vais pointer du doigt, entre guillemets. Dans un premier temps, avant d'essayer de vous expliquer pourquoi la pensée survivaliste peut causer notre perte, j'aimerais réfléchir sur ce que nous propose le survivalisme.
Il suffit que là-dessus, on rajoute l'idée qu'il y a une valeur différente entre les vies et il devient normal de mettre des hommes en esclavage sous prétexte qu'ils n'ont pas d'âme ou d'exterminer des populations sous prétexte qu'elles sont dégénérées. Donc la pensée survivaliste est exactement dans ce schéma. Les survivalistes, c'est des gens qui font du potager, c'est des gens qui apprennent à filtrer leur eau, c'est des gens qui... Enfin, et cette espèce du mythe survivaliste armé dans son bunker, c'est un procédé rhétorique. Et il n'est pas uniquement utilisé par les médias dominants, hein. C'est un procédé rhétorique qui est utilisé de façon très large, y compris sur les réseaux sociaux, par des gens qui utilisent ce type de procédé rhétorique au nom de la bienveillance, au nom du bien, et comme les véganes d'ailleurs, comme les véganes, c'est le même truc. Au nom du bien, on fait le mal. Et on dit du mal, on dit des choses fausses sur une personne ou un groupe de personnes, en les faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Dans un premier temps, avant d'essayer de vous expliquer pourquoi la pensée survivaliste peut causer notre perte, j'aimerais réfléchir sur ce que nous propose le survivalisme. Alors, le premier volet, donc, c'est le savoir, l'acquisition des connaissances. Se préparer dans le domaine du savoir, c'est acquérir les connaissances avant d'en avoir besoin. C'est-à-dire avoir des connaissances, dans le cas d'une pandémie, avoir des connaissances sur ce que c'est qu'une pandémie, sur la manière dont elle se diffuse, sur ce qu'il faut faire en cas de pandémie, savoir tout ça avant qu'il y ait une pandémie, en fait. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, en fait. Acquérir des connaissances, ça prend du temps. Et là, si on fait un comparatif entre les survivalistes et les pas survivalistes, ce qu'on remarque, c'est que les survivalistes, ils savaient quoi faire, ils savaient comment se protéger, et ils étaient même préparés à se protéger. Et les autres, de fait, il y a plein de gens qui ont eu des comportements complètement aberrants et complètement stupides, en fait. Parce que, de fait, ils n'étaient pas préparés. Et ils se sont mis en danger, et certains se sont même probablement contaminés parce qu'ils ont fait des trucs qu'ils n'auraient pas dû faire. Mais parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas le savoir, ils n'avaient pas les connaissances, ils ne savaient pas comment se comporter lorsqu'il y a une pandémie. Alors, si vous vous retrouvez dans cette catégorie, c'est-à-dire si vous n'étiez pas préparé, si vous n'étiez pas survivaliste et que vous n'étiez pas préparé à ce qui se passe, acquérir des connaissances, ça va vous prendre du temps. Donc, si vous voulez faire les choses en accéléré, il y a des bouquins qui sont un peu plus synthétiques, comme il y a NRBC de Piero Ciangiorgio, dans lequel vous trouverez... la totalité du bouquin n'est pas consacrée aux pandémies, donc il y a juste une partie courte sur ce sujet. Et donc voilà, ça fait, si vous voulez un truc à aller voir vite fait, hop, là, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez quelques heures pour lire le truc, allez voir ça. Si vous voulez des informations plus spécifiques sur ce virus en particulier, je vous renvoie au vulgarisateur que vous allez trouver sur YouTube, en fait. Ça va être pour vous un moyen d'acquérir des connaissances rapidement. Les scientifiques les plus compétents étant évidemment surbookés, les vulgarisateurs ont donc un rôle de médiateur à jouer. Donc, en fait, il s'agit de faire un point rapide sur le Covid-19. Et puis, si vous avez un petit peu plus de temps à y consacrer, vous pouvez télécharger des PDF et lire des bouquins médicaux dans lesquels vous allez avoir des informations un peu plus développées, un peu plus approfondies. Alors, vous avez tout simplement les encyclopédies médicales, ce genre de trucs là. Vous allez trouver pas mal d'informations. Vous avez aussi ce genre de livres, des petits bouquins qui vous donnent des notions de base de médecine pour le grand public. Ça c'est une référence, vous voyez. Où il n'y a pas de docteur. C'est intéressant ce genre de truc. Voyez, vous avez des bouquins un peu généralistes comme ça, dans lesquels... Parce que, en fonction du temps que vous pourrez consacrer, vous pourrez monter votre niveau de connaissance. Le deuxième aspect de la préparation dont on va parler, ce sont les équipements. Les survivalistes constituent des stocks, ils s'équipent de différents trucs. Le papier toilette est un cas intéressant. Par exemple, vous allez consommer X papier toilette tous les mois, vous gardez juste 2 ou 3 fois ce dont vous avez besoin, mais vous faites une rotation sur le même modèle que ce que faisaient nos grands-parents, en fait. Alors là, par exemple, dans le cas de cette situation, c'est intéressant, parce que typiquement, il y a toutes sortes de trucs comme les masques ou même la nourriture, le matériel médical, le gel, l'alcool, j'en sais rien. C'est des produits qui se trouvent un petit peu en rupture de stock partout.
la plupart des survivalistes avaient ces produits en stock, et donc ils n'ont pas fait partie des gens qui se sont précipités dans les magasins pour faire des stocks. Ça, les équipements et les stocks, c'est un point important. Parce que tous les gens qui n'avaient pas de stock se sont retrouvés d'un seul coup à aller dans les magasins pour acheter en masse des trucs. Et du coup, tous les rayons étaient dévalisés à un moment où précisément les gens avaient besoin de pouvoir acheter. En fait, lorsque les gens ont du stock, ce genre de truc se produit pas, parce que la rotation des marchandises se fait sur ce qui est consommé. Les gens n'achètent pas pour stocker, ils ont déjà un stock, et puis voilà, c'est tout. Au fur et à mesure, ils réapprovisionnent leur stock. Si vous n'avez pas de masque chez vous, bien évidemment, quand tout le monde a besoin de masques, il va y avoir une pénurie de masques. Si vous n'avez pas de réserve de papier toilette, bien évidemment, lorsque les gens vont avoir besoin d'acheter du papier toilette en masse, il va y avoir de la pénurie de papier toilette. Mais il y a de la pénurie de papier toilette parce que les gens n'ont pas de stock de papier toilette. Vous savez, il va pas se périmer votre papier toilette. Si vous le consommez 2 mois après l'avoir acheté parce que vous avez une rotation de stock de 2 mois sur votre papier toilette, il sera pas plus périmé dans 2 mois que si vous le consommez la semaine où vous l'avez acheté. Mais bien évidemment, la règle pour les réserves alimentaires, c'est que cette réserve alimentaire doit être personnalisée. Mangez ce que vous stockez et stockez ce que vous mangez. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, par exemple, de stocker 50 kg de salsifis si vous n'allez jamais manger des salsifis. L'idée de la réserve alimentaire est bien évidemment de conserver ici et de maintenir un petit peu notre homéostasie, notre routine alimentaire, toutes ces choses-là, durant une situation d'effondrement où nous allons avoir un certain stress psychologique. Il est très important de maintenir nos routines alimentaires. Alors, le dernier point, c'est l'argent. Et là, je crois que c'est quelque chose qui s'applique à beaucoup de gens dans la situation actuelle. Les survivalistes se préparent à qu'est-ce qui se passe si d'un coup, ils n'ont plus d'argent, quoi. S'ils se retrouvent virés du jour au lendemain, s'ils ont une petite entreprise qui met la clé sous la porte... c'est quoi le plan B? En fait, les survivalistes, les gens, ils prévoient souvent un plan B, voire un plan C. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus d'entrée d'argent? L'autonomie, bien évidemment, est une première réponse. Si vous n'avez plus de quoi payer vos factures EDF, si vous produisez votre énergie, ça va. Vous savez que vous aurez toujours de l'électricité, même si vous ne pouvez pas payer vos factures EDF. Si vous êtes autonome en eau, si vous pouvez plus payer votre eau, c'est pas grave. Si vous êtes autonome en nourriture, si vous avez plus d'argent pour acheter votre nourriture, ou même si vous avez plus la possibilité d'acheter votre nourriture, vous continuerez d'avoir quelque chose à manger. Et puis il y a le chauffage, si on est en hiver, il faut pouvoir se chauffer. Si on n'a plus de quoi payer les factures de chauffage, être autonome, ça permet de ne pas avoir à payer de facture de chauffage. Donc si on fait le compte du truc, si déjà on a un toit au-dessus de la tête, si on produit sa nourriture et qu'on a à manger, si on continue d'avoir de l'électricité, si on a de l'eau, et si on n'a plus à payer toutes ces choses, ça donne une liberté financière qui fait que en cas on n'a plus d'argent, on se retrouve pas avec des découverts ou avec des factures qu'on peut pas payer. Parce que tous ces domaines vitaux, on peut les assumer sans dépenser d'argent. Alors, il y aurait bien évidemment plein d'autres choses à voir sur la préparation, mais je trouve que juste ces 3 sujets, le savoir, les équipements et l'argent, ça donne une vue d'ensemble. Ça permet basiquement de se poser la question, ça donne des éléments de réponse. Est-ce que les survivalistes avaient raison? Alors, je vais pas répondre à la question, la question qui est en titre à la vidéo. Là, ce que je trouve qu'on a vu d'intéressant, c'est que grosso modo, se préparer à quelque chose qui peut vous tuer, c'est se donner les moyens d'y survivre. Après, je serais curieux d'avoir votre réponse à vous, ne serait-ce que pour savoir ce que pensent les gens qui regardent la vidéo qu'ils viennent de voir là. Est-ce que les survivalistes avaient raison? Si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, je serais curieux d'entendre vos avis là-dessus. Bon alors les jalouses, comment ça se passe là? Vous voyez, là je suis dans ma zone de confinement, je m'éloigne tout doucement de chez moi, voilà, bon je suis confiné, voyez bien que pour moi c'est vraiment très dur d'être confiné chez moi, et là je pense que je vais commettre une folie, ne refaites pas ça chez vous, je vais sortir de la zone de confinement, je pense que là on sort de mon terrain, après cette barrière d'arbres là qui représente, sans doute, ça doit être ça, qui représente la fin de chez moi quoi, je vais... voilà, je quitte mon chez moi, vas-y, je suis chaud, j'espère que je vais survivre, Oh, je suis passé
Je suis passé, la police n'est pas là, j'ai pas d'attestation sur moi, je suis inarrêtable, je suis éternel. En fait, je me suis perdu. Voilà, donc je sais pas par où ressortir, par où rentrer chez moi.